Bonjour Béatrice, je suis absolument ravie de pouvoir échanger sur cette thématique et d'avoir en face de moi quelqu'un qui va poser des questions extrêmement concrètes pour permettre de façon… l'idée en fait de l'interview, c'est ça que vous aviez suggéré, c'est de pouvoir mettre des mots concrets, des situations concrètes, au-delà du mot leadership humaniste. Je suis un dirigeant dans une entreprise aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire quoi, compte tenu de toutes les situations auxquelles je suis confrontée aujourd'hui et dans mon rôle de dirigeant. Voilà, tout à fait. Donc, ce que vous propose Nathalie Rodari pour démarrer cette interview, c'est est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots et puis aussi et surtout nous donner votre définition à vous du leadership humaniste. D'accord. Alors, donc moi je suis experte en transformation, mutation, individuelle et collective. Je suis coach de dirigeant depuis 24 ans maintenant, convaincue que ce sont les têtes qui doivent transformer en premier, puis conduire les transformations. Et je suis auteure de 5 livres et conférencière donc, sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Voilà, donc ça, pour vous cadrer ce que je fais, leadership humaniste. Alors, première chose pour moi, c'est un mouvement, c'est-à-dire qui vise à faire émerger des leaders, hommes et femmes, d'une toute nouvelle envergure de conscience dont le XXIe siècle, selon moi, a fondamentalement besoin pour réussir des transformations solides et bénéfiques pour tous. J'insiste vraiment sur le bénéfique pour tous. Leadership. Pourquoi leadership? Parce que seule une posture de leadership peut conduire des transformations. Être dirigeant ou directeur tout court ne suffit pas. Et humaniste, car seule cette conscience que l'humain est au cœur de la transformation est selon moi la garantie que celle-ci soit réussie, soit solide et bénéfique pour tous. Voilà, le leadership en lui-même tout seul ne suffit pas non plus. Voilà. Donc d'où leadership humaniste. Et j'explique alors ce que c'est que cette vision de ce que signifie l'humain est au cœur, parce que c'est là que se situe toute la différence. Voilà. Et donc je m'adresse aux têtes pour les reconnecter au cœur et je m'adresse aux leaders du monde de transformation. Je voudrais rajouter aussi quelque chose sur la transformation, la mutation. Parce qu'on pourrait se demander quelle est la nécessité finalement d'un leadership pour mener des transformations. En fait, on est dans un monde qui est en totale transformation. Et dans nos vies personnelles, dans nos entreprises, dans nos sociétés plus largement et sur la planète. Donc en fait, on est au bout d'un système, on est au bout d'une route. On est dans une impasse et dans une impossibilité donc à continuer sur la même route. Donc on est obligé d'aller vers un ailleurs, dans nos façons d'être, dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos entreprises, etc. Et cet ailleurs est un passage rapide et profond à autre chose. Et c'est comme un saut quantique. Vous voyez, les générations qui ne sont pas les nôtres ont été sur des années de 30 glorieuses où il y avait du changement, mais on était sur la même route. Quelque chose était incrémental sur la même route. Là, on doit changer de route complètement. On est au bout de cette route, on a bien profité, on a été au maximum, mais on doit passer à autre chose. Et c'est pour ça que le changement n'est pas le bon mot, mais transformation est le bon mot. Donc, dans ces périodes de transformation, il y a des typologies de personnes que j'appelle des leaders qui, eux, ont cette capacité, et des leaders humanistes, pour le coup, qui ont cette capacité à emmener vers, entre guillemets, l'autre monde ou l'autre rive. Voilà. Alors, Nathalie, moi, j'ai tout de suite envie de vous poser une première question. Je dirige un certain nombre de sociétés. Je suis confrontée en permanence au quotidien à la nécessité d'aller trouver du chiffre d'affaires, de dégager forcément du résultat. Quel est mon intérêt à moi, dirigeant de société, d'essayer de m'inscrire dans cette dynamique du leadership humaniste? Alors, l'humain au cœur, qu'il soit individuel ou collectif, c'est beaucoup de choses. Vous êtes un chef d'entreprise,
Déjà, vous êtes dans un monde qui aujourd'hui est en tel changement que si vous n'êtes pas dans la conscience de ce qui est au cœur de votre entreprise, sa vocation, sa mission intrinsèque, vous risquez d'être ballotté par tous les événements divers et variés qui nous chahutent aujourd'hui. Donc, l'entreprise va manquer de stabilité, d'ancrage. Donc, cette conscience de pourquoi nous existons, une entreprise, elle n'existe pas pour faire de l'argent. Elle doit en faire pour vivre, mais sa finalité est autre chose. Une entreprise, c'est une organisation qui a pour objectif de proposer des produits ou des services qui rendent service à l'humain. Alors que ça soit une baguette de pain, que ça soit un TGV, que ça soit des études marketing parce que ça va permettre de mieux comprendre le monde de demain, par exemple. Enfin, toute entreprise a une finalité, une mission, un objectif intrinsèque. Voilà. Elle doit être très très claire sur ce qu'elle est au cœur, et cela doit être partagé au cœur de l'entreprise pour pouvoir trouver un juste positionnement, une juste différenciation, et donc être extrêmement convaincante et pertinente sur son marché. Donc ça, c'est déjà son ancrage. Vous devez être en tant que dirigeant au cœur de qui vous êtes, vous. C'est-à-dire, dirigeant, c'est une étiquette, bon, c'est une fonction, mais qui suis-je? Qu'est-ce qui m'anime au cœur? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je dirige cette entreprise? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui me motive? Si vous n'êtes pas allé chercher ça au cœur de vous, déjà, en tant que tête d'entreprise, vous risquez d'être un gestionnaire du quotidien, vous risquez d'être quelqu'un qui n'a pas de vision du futur, vous risquez d'être quelqu'un avec peu de leadership, peu de dynamique pour embarquer les personnes. Et ça encore, dans le contexte actuel, votre chiffre d'affaires, il ne va pas résister extrêmement longtemps. Et puis, si vous ne savez pas qui vous êtes au cœur, je ne parle pas des histoires de personnalité ni de titre, mais véritablement ce qui est un moteur intrinsèque. Ça vous permet, par la même occasion, de savoir si vous êtes l'homme ou la femme de la situation pour mener des transformations. Peut-être que vous n'êtes pas à votre bonne place. Comment pouvez-vous réussir dans une direction d'entreprise si vous n'êtes pas à votre bonne place dans cette entreprise-là pour y mener ce qu'il y a à mener? Absolument. C'est pas possible. Votre chiffre d'affaires, il va s'écrouler pareil. Et puis les salariés, ils s'y trompent pas. Parce que le cœur produit la cohésion. Souvent, on parle de difficultés à entraîner les équipes, à les motiver. Oui, mais si elles ne savent pas ce pourquoi elles travaillent, si elles ne sont pas en cohésion ou fédérées autour d'une espèce d'axe de colonne vertébrale centrale, si la stratégie d'entreprise n'est pas alignée autour de cet axe, vous vous rendez compte tout l'argent, enfin toute l'énergie perdue, et l'énergie c'est de l'argent. Donc vous devez emmener dans la bonne direction, vous devez apporter du sens, de la signification et de la direction pour dire ce qui fait sens à aller par là, et tout ce qui n'est pas aligné en cohérence ne suit pas. Et donc ça coûte très cher. Et puis ça vous coûte aussi en termes de motivation de dirigeant, ça c'est clair. Par extension, je me pose le même genre de questions concernant mes actionnaire. Comment est-ce que je peux leur présenter à eux le leadership humaniste? Première chose que je trouve intéressante, et ça rejoint le terme de cohésion, il n'y a pas d'un côté, normalement, il ne doit pas y avoir d'un côté des actionnaires qui vont dans un sens, des patrons qui vont dans l'autre, des salariés qui vont dans un autre. Ça s'appelle une espèce d'éclatement. C'est comme si on a une famille où personne n'est dans les mêmes lieux ensemble. Bon. Oui. Donc, quand c'est ça, ça ne va pas. Et ça existe, bien sûr, ça existe beaucoup, mais ça ne va pas. On doit être tous concernés par une seule et même chose quand on est partie prenante d'une entreprise. Que l'on soit actionnaire, qu'on en soit des membres dirigeants, que l'on soit des salariés, que l'on soit des fournisseurs, que l'on soit… Enfin, c'est un écosystème. Si l'écosystème, il est en cohésion, on y gagne tous. Donc, première chose. Aligner. On revient toujours à cette notion d'aligner. On ne peut aligner que par rapport à un cœur. Voilà, sinon, on est comme un tableau de Picasso avec la tête par ici, les pieds par là. Enfin, je veux dire, on ne sait pas où est l'axe. Voilà. Les actionnaires, ils ont un rôle très important dans la mesure où ils sont là pour apporter
déjà pour valider une stratégie d'entreprise. Et puis, très souvent, ce sont des personnes ou des entités qui mettent de l'argent dans des entreprises, avec bien sûr, et c'est extrêmement légitime, que cet argent se déploie. Absolument. Voilà, c'est comme nous, quand on achète une maison, on ne l'achète pas pour qu'elle se casse la figure demain. On l'achète parce que ça nous fait plaisir, parce que l'on y croit, parce qu'on trouve qu'elle a un potentiel, parce qu'on trouve qu'on peut en faire encore plus de belles choses, parce qu'on pense qu'on peut l'accueillir, on peut faire des travaux comme ci, enfin voilà, qu'elle apporte des choses. Et qu'en plus, demain, elle sera encore plus belle qu'elle ne l'a été, encore plus déployée, et puis ça sera peut-être l'occasion de la transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, humainement, il n'y a pas un humain qui fasse quelque chose pour que ça ne marche pas. Mais pas plus qu'il y a une plante verte ou un être vivant qui se dit je suis sur Terre pour mourir. Non, ça n'a pas de sens. On est en dehors du vivant quand on est dans cette logique-là. Donc, des actionnaires, très légitimement, ils mettent des sous et ils espèrent que ces sous vont faire des petits. Voilà. Aujourd'hui, les actionnaires, quand ils mettent des sous dans les entreprises, ils sont confrontés à ces entreprises qui ont, pour la majeure partie d'elles, même si ce n'est pas toutes, des transformations à mener. Les sous ne suffisent pas. Les sous, c'est le point de départ. C'est de dire, j'y crois, je vous donne ça, j'y crois, cette entreprise, et je sais qu'on peut aller plus loin. Ce plus loin, c'est la vision. C'est à la fois savoir ce qu'il y a au cœur, c'est-à-dire le potentiel intrinsèque de cette entreprise, et la vision de quelle forme cela peut prendre demain dans ce nouveau monde. Parce qu'aujourd'hui, les formes bougent. Transformation, aller au-delà des formes actuelles. Donc, elles vont miser sur un dirigeant, des équipes dirigeantes, elles vont leur faire confiance et il faut qu'ils s'alignent sur cette vision au cœur. Donc, elles veulent une vision cohérente, un dirigeant qui est légitime pour porter ça, cette transformation, cet homme ou cette femme qui soit à sa juste place, des équipes dirigeantes qui savent l'idée, le processus de transformation, car c'est un processus. Donc, ce que propose cette vision leadership humanisme, qui est d'accompagner ces transformations, c'est de réussir ça ensemble, de façon bénéfique et solide, rapide et solide. On est sur une espèce de passage de saut quantique. Aujourd'hui, on n'est plus dans la réflexion, l'analyse, machin, etc. Non, non, ça doit se faire rapidement. Mais le rapidement, c'est parce que la conscience est claire qu'on peut très rapidement avancer. Ce qui nous empêche en général en tant que personne dans nos vies ou dans nos mondes professionnels d'avancer vite, c'est la peur et c'est l'absence de conscience des choses. Voilà. Et donc, en une phrase, comment est-ce qu'on pourrait synthétiser la façon d'arriver à convaincre un actionnariat de l'intérêt du leadership humaniste? Vous réussirez des transformations solidement, oui, rapidement oui, et bénéfiques pour oui. tous. Donc votre retour sur investissement, il est garanti. Une multinationale de très grande taille, comment peut-elle implémenter le leadership humaniste dans un univers où le lien humain direct, il n'existe pas, il se fait par cascade hiérarchique intermédiaire. Alors, c'est amusant parce qu'en 23 ans de métier, j'ai dû travailler avec à peu près 300 entreprises, dirigeants, directeurs, enfin équipes, 300. Et alors, de la start-up, TPE, PME, ETI, grandes entreprises. Et c'est là où j'en reviens aux dirigeants. C'est-à-dire que alors, le leadership humaniste, c'est un chemin qu'on emprunte pour se déployer soi-même en tant que dirigeant et puis ensuite le faire cascader dans notre façon de diriger et dans toute l'entreprise. Mais en fait, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être aussi. Et sincèrement, j'ai vu des très bonnes, j'ai vu des grandes entreprises avec cet esprit-là. Et j'en ai vu des petites ou des moyennes pas du tout avec cet esprit-là. Et inversement, ce n'est pas la taille qui définit ça. Ça définit véritablement l'esprit et le leadership particulier de ceux ou celles qui en sont à la tête. Donc ça, c'est la première chose. Je peux vous citer très concrètement, si je prends l'entreprise Sodexo avec qui j'ai travaillé,
Oui. Et plus particulièrement aussi parce que Pierre Bellon, qui en est le fondateur et alors l'ex-président, j'ai envie de dire, puisqu'il a transmis les rênes de la direction d'entreprise à sa fille depuis 2 ans maintenant. Mais c'est quelqu'un qui est parti de zéro et qui a monté une entreprise où il y a plus de 400 000 salariés, ce qui est énorme. Pierre Bellon a toujours eu cet esprit qui est qu'une entreprise progresse si son dirigeant progresse. Et c'est quelqu'un qui a toujours accordé une importance considérable à faire grandir les hommes, avec un grand H, hein, bien sûr, hommes et femmes, au bénéfice de l'organisation. Donc, cet esprit-là, vous le retrouvez. Alors, bien sûr, Béatrice, je suis d'accord avec vous qu'il y a toujours le risque de perdre cela en grandissant. Mais si c'est intrinsèquement chevillé au corps de ceux qui le dirigent, et si ça se déploie en capillarité, et si les gens savent au cœur ça veut dire quoi, et concrètement, il n'y a pas de risque. Maintenant, il faut être vigilant, bien sûr, ça c'est clair, mais il faut être très vigilant. J'ai vu aussi des organisations petites qui avaient cet esprit-là, qui se posaient la question, effectivement, des dirigeants, on doit grandir, on a peur de perdre, parce qu'ils disent notre âme. Parce qu'au départ, ils sont arrivés, ils avaient une idée, ils avaient une vision, ils avaient cet esprit-là, et il y a effectivement le risque, en grandissant, on devienne des robots, on passe à autre chose, on perd ce pourquoi on était venu au départ. C'est-à-dire qu'on se coupe de qui nous sommes au cœur. C'est un risque. Mais ce n'est pas la question de la taille. Je dirais que c'est la question des dirigeants. Et par contre, la taille rend l'enjeu plus conséquent. Parce que c'est sûr que si vous êtes très grand, bah, si vous tombez de haut, vous tombez d'encore plus haut. Voilà, ça c'est sûr. Est-ce que vous auriez deux, trois trucs, si je puis dire, à nous donner, à nous communiquer pour déployer un style de leadership humaniste dans une organisation de grande taille? Et par quoi je commence? J'aime bien cette question, par quoi je commence? Alors, je vais vous prendre un cas très concret, alors sans le nommer, mais d'une entreprise cliente accompagnée et qui est pour le coup multinationale, que tout le monde connaît. Cette entreprise a failli il y a 10 ans, alors qu'elle était internationalement connue. Elle a failli passer à la trappe, ou elle aurait été à 2 doigts de passer à la trappe. Ses dirigeants ont commencé par la chose suivante. Ils se sont dit, on a été à 2 doigts de passer à la trappe, oui, pourquoi? En termes d'identité, on est très fort. En termes de produits, on est très fort. En termes d'attractivité, on est très fort. On existe là depuis très longtemps. Hein. Par contre, donc nous avons une utilité. Ce que l'on vend a déjà une utilité et alors on n'a pas de problème de cohérence. Là, pour le coup, il y a des sociétés où il y a un problème d'alignement et de cohérence. Eux, non, ils l'ont. Par contre, avec le temps, ils ont déployé toutes les strates dont vous parlez, toutes les pyramides dont vous parlez, tous les silos dont vous parlez. Bon. Ceci a fait qu'avec le temps, alors qu'ils ont été concurrencés de plus en plus sur leur marché, les baronnies n'ont pas pris les bonnes décisions et l'ego, je dirais au sens large, a pensé que de toute façon, nous, ça fait tellement longtemps qu'on existe, on est tellement bon, on est tellement ceci, que rien ne peut nous arriver. Et puis, ces gens-là ont préservé le système. Et je viens vraiment sur ce point-là, très important, c'est-à-dire, dès l'instant où vous mettez le système au-dessus de l'humain, vous êtes dans la mort. Un système n'est qu'une organisation au service de l'humain. Donc, comment on s'organise hiérarchiquement, comment on s'organise pour prendre des décisions, tout ça ne sont que des systèmes qui, à un moment donné, doivent accompagner et changer de forme sans problème pour rester au service. Vous voyez? Et bien là, tout avait été bien figé, comme on connaît dans les organisations, et le figé était en train de tuer petit à petit. Alors, je vous le fais aussi rapide qu'ils ont fait. Ils ont dit, très bien, on va changer entièrement notre mode de gouvernance. Ils ont appelé ça le step-up. Et ils se sont dit, fini les pyramides, fini les strates, fini les baronnies. Ils ont eu le courage, parce que c'est du courage,
et ça ne va absolument pas à l'encontre de leadership humaniste, au contraire. Ils ont eu le courage de faire sauter tout ça, de se séparer d'un certain nombre de personnes qui étaient dans le non-mouvement, mais qui empêchaient justement le mouvement. Bien sûr. Et puis, ils ont changé complètement le mode de gouvernance. Bon. Donc, ils ont déjà eu cette réflexion en haut d'eux. On se recentre au cœur, on laisse tomber, on met fin à tout ce qui nuit, tous les systèmes qui nous empêchent d'être qui nous sommes et qui sont en train de nous bloquer et qui vont. On se sépare des gens qui ne veulent pas, qui ne sont pas à même de garder le système vivant. Et on emmène et on demande à tous les dirigeants des différentes zones dans le monde de faire ce step-up à leur niveau. Alors, je vais redescendre d'un niveau. J'ai travaillé au niveau France, avec le dirigeant France, Espagne, Portugal à ce moment-là. Première des questions pour ce dirigeant, c'était: est-ce que je suis légitime à porter ce step-up, cette nouvelle forme? Parce que ça, c'est une première réflexion au cœur. C'est-à-dire, dans une telle transformation, déjà, vous avez été habitué à fonctionner dans un système dans lequel vous avez été très bon puisqu'on vous a gardé, puis soudain, on vous dit, bah, tiens, hop là, c'est autre chose. Donc, il y a prendre conscience de ce système, de ce qui est demandé et d'une façon beaucoup plus large, parce que ce n'est pas des PowerPoint avec une nouvelle direction en disant, ben, maintenant, on faisait comme si. Non, c'est vraiment une conscience tout à fait différente dans ma façon d'être, dans ma façon de diriger et dans notre façon d'être sur notre marché. Bon. Donc, il y a ce travail sur la conscience, de ce que cela veut dire vraiment, plus en profondeur. Et puis, première des réflexions, ce dirigeant, et qui sont aussi, il y a beaucoup de dirigeants, c'est: est-ce que je suis l'homme ou la femme de la situation? Donc déjà, si en tant que dirigeant, vous êtes capable de vous poser cette question, c'est que déjà, vous avez le courage, qui va forcément avec leadership humaniste, et le courage de se poser cette question pour aller trouver cette cohésion. Parce que si vous n'êtes pas la bonne personne, ça veut dire que peut-être votre chemin dans cette entreprise est fini et qu'il est temps pour vous, légitimement, d'aller placer et d'aller offrir ce pourquoi vous êtes là, ce en quoi vous êtes excellent à une autre organisation qui est en attente de cela. Vous serez l'homme et la femme de la situation. Et puis, si vous êtes l'homme ou la femme de la situation dans cette même entreprise, eh ben, on a commencé par éclairer ça. Donc, j'ai ce qu'on appelle un profil de potentiel que je fais passer à tout dirigeant et aussi à des équipes de direction qui permet de définir et faire émerger qui je suis au cœur. Mais qui je suis au cœur. Je ne parle pas des diplômes et de toute mon expérience. Non, non. Qui je suis au cœur. Et là, on est clair si véritablement ce cœur, il est à cet endroit-là ou pas. Si oui, ok, je dois déployer un leadership pour mener ça. Quelle est mon assise de leadership? Alors, le leadership, ce n'est pas le charisme, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, c'est pas… le leadership, c'est quelque chose qui est au cœur de soi. Il y a plein de façons d'avoir du leadership, mais si je résume le leadership, c'est la capacité à mettre en mouvement derrière soi, vers un ailleurs. Bon, si vous n'arrivez pas à entraîner les gens derrière vous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que vous avez une assise de leadership ou pas? Peut-être que vous n'en avez pas. Bon. Mais peut-être que vous en avez. Donc, ce dirigeant-là, on a éclairé où était son assise de leadership, de telle sorte qu'il déploie pleinement cette assise-là et qu'il laisse tomber, mais alors véritablement, tout ce qui n'est pas de son assise. Parce que dans une dimension de leadership humaniste, il ne sert à rien d'aller se former ou se faire coacher ou quoi que vous voulez. Ça ne sert à rien de dépenser un centime pour essayer de progresser dans ce que vous n'êtes pas intrinsèquement. Autant payer des cours de natation à une girafe pour qu'elle soit comme un dauphin. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Par contre, qu'elle déploie pleinement sa nature de girafe et tout le monde en sera ravi. Bon. Donc, on a regardé où était cette assise. On a mis le doigt dessus. C'est des choses essentielles parce que conscientiser qui je suis, est-ce que je suis l'homme ou la femme de la situation, où est mon assise? Alors là, vous avez la base pour partir et ensuite emmener.
Et puis après, il y a tout le travail de comment je me mets en mouvement moi et comment je mets en mouvement derrière moi. Voilà. On entend beaucoup parler de digitalisation actuellement, hein. Qu'est-ce que le leadership humaniste, voilà, peut amener à moi dirigeant, à cette société qui est en transformation, pour franchir ce cap de la digitalisation de son cœur de métier? Déjà, il faut dédramatiser la digitalisation vient du fait qu'il y a une technologie qui est arrivée et que du coup, on bénéficie, n'importe quel système bénéficie de cette technologie pour changer sa manière de faire. Bon. Il va y avoir un changement de forme. Cela va amener un changement de forme. Donc, il ne faut pas être attaché à la forme si on veut être libre. Il faut être attaché à l'essence de qui nous sommes en tant qu'entreprise et de ce qu'on en est venu apporter. Après, la forme que ça peut prendre, c'est ça qui est cette dimension créative. Voilà. Donc, c'est une formidable opportunité de nous reconnecter à qui nous sommes au cœur et en même temps d'imaginer, dans ce nouveau monde, avec ces moyens numériques qui existent, quelle nouvelle forme, et peut-être au pluriel, cela peut prendre de façon absolument peut-être extraordinaire, magique, intéressante, dynamique, économique, rapide, ludique. Ensuite, pour prendre cette forme, il faut donc cette vision. C'est peut-être l'occasion d'un extraordinaire travail collectif sur voilà qui nous sommes au cœur, le monde change, rêvons, hein, où on imagine le qui nous sommes, mais projeté sans barrière demain, qu'est-ce que ça peut donner? Alors ça peut donner une entreprise de cette forme-là, ou plutôt comme ci, ou comme ça, ou comme ça. Et ça, on redonne goût à la créativité de façon extrêmement ouverte et débridée. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire qu'on se remet dans un mouvement où on peut rêver aussi. La digitalisation n'est pas la fin en soi, vous voyez? Ce qui est une fin en soi, c'est la nouvelle forme. C'est ça. Qui nous sommes au cœur en tant qu'entreprise? Projetons-le dans le monde de demain. Quelle vision voulons-nous incarner? Et ensuite, allons-y tous ensemble. C'est un rêve collectif. Hein. Ça doit être l'occasion d'un rêve collectif. Franchement. C'est limpide. Votre réponse est absolument limpide. Alors, peut-être en guise de conclusion, comment est-ce que vous situez la France en termes d'avancement vers le leadership humaniste? Bonne question, Béatrice. Bon. Dans leadership humaniste, il y a le mot esprit. Oui. Une vision, se voir au cœur, le leadership, être inspiré, tout ça, c'est de l'ordre de l'esprit. Nous sommes, malheureusement, je dirais, mais c'est ce que nous avons à dépasser, nous sommes un pays beaucoup trop intellectuel, qui manque fondamentalement de spiritualité. Je ne parle absolument pas de religion, hein, pour être très très clair. On a des discours intellectuels, on a beaucoup trop de mental, tout est réfléchi, analysé, tout est discuté, tout est bataillé, il y a beaucoup trop d'ego dans ce pays. Le mental, c'est de l'ego. Alors, l'esprit est en premier, c'est-à-dire l'inspiration, les idées, mais dans le sens vision, hein, pas les idées intellectuelles, mais des idées que l'on voit et que l'on met en œuvre. Le partage, l'ouverture, ne pas être attaché au système, la capacité d'échange. Vous voyez, quand on parle du mot dialogue social, quelle formulation intellectuelle pour juste de dire que deux êtres humains sont en échange comme on est en train de le faire. Dialogue social, on a l'impression de prendre ça avec des pinces à cornichons, c'est-à-dire de très loin. Voilà. Alors tout le monde est figé, arrêté, dans ses systèmes, dans sa catégorie, dans son... etc. Donc la France est très handicapée de ce côté-là. Très handicapée pour moi. Par contre, la France, historiquement, en son cœur, a une dimension intrinsèquement liée et chevillée à la liberté. Voilà.
Et on est libre quand on est conscient de qui nous sommes au cœur et que l'on s'autorise à le déployer pleinement pour en faire profiter tout le monde. Bon, donc je pense que la France gagnerait, enfin que le chemin qu'a à faire la France, c'est à retrouver fondamentalement cette liberté intrinsèque pour faire sauter tout ça et que la marche se fasse joyeuse. Parce que d'abord, elle se fait collective et elle se fait joyeuse. Voilà, il n'y a pas de raison qu'elle ne se fasse pas, sauf si tout le monde reste dans ces catégories et dans un ego qui va critiquer, qui va combattre, qui va juger, qui va enfermer et qui va essayer de rester non pas dans le mouvement, mais de rester dans l'ancien. Voilà. Donc, votre réponse m'inspire une petite remarque. On parle souvent dans la culture française de siècle des Lumières. On pourrait dire que la France devrait essayer de trouver maintenant un second souffle à travers le siècle des Lumières du cœur, entre guillemets. Oui, ben c'est ça, mais l'inspiration, c'est ça. Le souffle dont vous parlez, Béatrice, c'est l'inspiration. On n'a jamais été inspiré à décortiquer les choses en quatre. Enfin, je veux dire, c'est un souffle, c'est quelque chose de grand, l'inspiration. Ça va avec la vision et avec le cœur, c'est-à-dire pas avec le mental. Finalement, de cette interview, si vous aviez une phrase, deux phrases à nous transmettre, à nous dirigeants, qu'est-ce que vous voudriez que l'on retienne en synthèse du leadership humaniste? Soyez des leaders transformants. Parce que vous allez vous déployer dans une dimension, déjà vous en tant que personne extraordinaire, et vous permettrez aux entreprises, aux entités, aux équipes que vous dirigez de se transformer dans des dimensions au-delà. Et on a tous besoin de gagner en envergure, et ça passe par la conscience. Il n'y a pas d'autre chemin. Et le corps, c'est corporel la transformation, c'est pas mental du tout. Nathalie Rodari, un grand merci pour cette passionnante interview. Merci Béatrice, ce fut un grand plaisir.